Elle faisait partie d'une de ces deux moitiés de l'humanité chez qui la curiosité qu'a l'autre moitié pour les êtres qu'elle ne connaît pas est remplacée par l'intérêt pour les êtres qu'elle connaît. Comme beaucoup de femmes du faubourg Saint-Germain, la présence dans un endroit où elle se trouvait de quelqu'un de sa coterie, et auquel d'ailleurs elle n'avait rien de particulier à dire, accaparait exclusivement son attention aux dépens de tout le reste. À partir de ce moment, dans l'espoir que Swann la remarquerait, la princesse ne fit plus, comme une souris blanche apprivoisée à qui on tend puis on retire un morceau de sucre, que tournait sa figure, remplie de mille signes de connivence dénués de rapport avec le sentiment de la polonaise de Chopin, dans la direction où était Swann, et si celui-ci changeait de place, elle déplaçait parallèlement son sourire aimanté. Oriane, ne te fâche pas, reprit madame de Gaillardon, qui ne pouvait jamais s'empêcher de sacrifier ses plus grandes espérances sociales et d'éblouir un jour le monde au plaisir obscur, immédiat et privé de dire quelque chose de désagréable. Il y a des gens qui prétendent que ce monsieur Swann, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas recevoir chez soi. Est-ce vrai? Mais tu dois bien savoir que c'est vrai, répondit la princesse des Laumes, puisque tu l'as invité 50 fois et qu'il n'est jamais venu. Et, quittant sa cousine mortifiée, elle éclata de nouveau d'un rire qui scandalisa les personnes qui écoutaient la musique, mais attira l'attention de madame de Sainte-Verte, restée par politesse près du piano, et qui aperçut seulement alors la princesse. Madame de Sainte-Verte était d'autant plus ravie de voir madame des Laumes qu'elle la croyait encore à Guermantes, en train de soigner son beau-père malade. « Mais comment, princesse, vous étiez là ?» Oui, je m'étais mise dans un petit coin. J'ai entendu de belles choses. Comment? Vous êtes là depuis déjà un long moment? Mais oui, un très long moment qui m'a semblé très court, long seulement parce que je ne vous voyais pas. Madame de Sainte-Verte voulut donner son fauteuil à la princesse qui répondit: Mais pas du tout, pourquoi? Je suis bien n'importe où. Et, avisant avec intention, pour mieux manifester sa simplicité de grande dame, un petit siège sans dossier. Tenez, ce pouf, c'est tout ce qu'il me faut. Cela me fera tenir droite. Oh mon Dieu, je fais encore du bruit, je vais me faire conspuer. Cependant, le pianiste, redoublant de vitesse, l'émotion musicale était à son comble. Un domestique passait des rafraîchissements sur un plateau et faisait teinter des cuillères et, comme chaque semaine, madame de Sainte-Verte lui faisait, sans qu'il la vît, des signes de s'en aller. Une nouvelle mariée, à qui on avait appris qu'une jeune femme ne doit pas avoir l'air blasé, souriait de plaisir et cherchait des yeux la maîtresse de maison pour lui témoigner, par son regard, sa reconnaissance d'avoir pensé à elle pour un pareil régal. Pourtant, quoique avec plus de calme que madame de Franctot, ce n'est pas sans inquiétude qu'elle suivait le morceau, mais la sienne avait pour objet, au lieu du pianiste, le piano sur lequel une bougie tressautant à chaque fortissimo risquait, sinon de mettre le feu à l'abat-jour, du moins de faire des taches sur le palissandre. À la fin, elle n'éteint plus, et, escaladant les deux marches de l'estrade, sur laquelle était placé le piano, se précipita pour enlever la bobèche. Mais à peine ses mains allaient-elles la toucher que, sur un dernier accord, le morceau finit et le pianiste se leva. Néanmoins, l'initiative hardie de cette jeune femme, la courte promiscuité qui en résulta entre elle et l'instrumentiste, produisirent une impression généralement favorable. Vous avez remarqué ce qu'a fait cette personne, princesse? Dit le général de Froberville à la princesse des Laumes, qu'il était venu saluer et que madame de Sainte-Verte quitta un instant. C'est curieux. Est-ce donc une artiste? Non, c'est une petite madame de Cambremer, répondit étourdiment la princesse, et elle ajouta vivement: Je vous répète ce que j'ai entendu dire. Je n'ai aucune espèce de notion de qui c'est. On a dit derrière moi que c'étaient des voisins de campagne de madame de Sainte-Verte, mais je ne crois pas que personne les connaisse. Ça doit être des gens de la campagne. Du reste, je ne sais pas si vous êtes très répandu dans la brillante société qui se trouve ici, mais je n'ai pas idée du nom de toutes ces étonnantes personnes. À quoi pensez-vous qu'ils passent leur vie en dehors des soirées de madame de Sainte-Verte?
Elle a dû les faire venir avec les musiciens, les chaises et les rafraîchissements. Avouez que ces invités de chez Bayward sont magnifiques. Est-ce que vraiment elle a le courage de louer ses figurants toutes les semaines? Ce n'est pas possible. Ah, mais Cambremer, c'est un nom authentique et ancien, dit le général. Je ne vois aucun mal à ce que soit ancien, répondit sèchement la princesse. Mais, en tout cas, ce n'est pas euphonique, ajouta-t-elle en détachant le mot euphonique, comme s'il était, entre guillemets, petite affectation de débit qui était particulièrement à la coterie guermante. Vous trouvez? Elle est jolie à croquer, dit le général qui ne perdait pas madame de Cambremer de vue. Ce n'est pas votre avis, princesse. Elle se met trop en avant. Je trouve que chez une si jeune femme, ce n'est pas agréable, car je ne crois pas qu'elle soit ma contemporaine, répondit madame Delhomme. Cette expression étant commune aux Gaillardons et aux Guermantes. Mais la princesse, voyant que monsieur de Froberville continuait à regarder madame de Cambremer, ajouta, moitié par méchanceté pour celle-ci, moitié par amabilité pour le général, pas agréable pour son mari. Je regrette de ne pas la connaître, puisqu'elle vous tient à cœur. Je vous aurais présenté, dit la princesse qui probablement n'en aurait rien fait si elle avait connu la jeune femme. Je vais être obligée de vous dire bonsoir, parce que c'est la fête d'une amie à qui je dois aller la souhaiter, dit-elle d'un ton modeste et vrai, réduisant la réunion mondaine à laquelle elle se rendait à la simplicité d'une cérémonie ennuyeuse, mais où il était obligatoire et touchant d'aller. D'ailleurs, je dois y retrouver Bazin, qui, pendant que j'étais ici, est allé voir ses amis que vous connaissez, je crois, qui ont un nom de pont, les Iéna. Ça a été d'abord un nom de victoire, princesse, dit le général. Qu'est-ce que vous voulez, pour un vieux briscard comme moi, ajouta-t-il en ôtant son monocle pour l'essuyer, comme il aurait changé un pansement, tandis que la princesse détournait instinctivement les yeux. Cette noblesse d'empire, c'est autre chose, bien entendu, mais enfin, pour ce que c'est très beau dans son genre. Ce sont des gens qui, en somme, se sont battus en héros. Mais je suis pleine de respect pour les héros, dit la princesse, sur un ton légèrement ironique. Si je ne vais pas avec Bazin, chez cette princesse Diana, ce n'est pas du tout pour ça, c'est tout simplement parce que je ne les connais pas. Bazin les connaît, les chérit. Oh, non, ce n'est pas ce que vous pouvez penser, ce n'est pas un flirt, je n'ai pas à m'y opposer. Du reste, pour ce que cela sert quand je veux m'y opposer, ajouta-t-elle d'une voix mélancolique, car tout le monde savait que, dès le lendemain du jour où le prince des Laumes avait épousé sa ravissante cousine, il n'avait pas cessé de la tromper. Mais enfin, ce n'est pas le cas, ce sont des gens qu'il a connus autrefois, il en fait ses choux gras. Je trouve cela très bien. D'abord, je vous dirai que rien que ce qu'il m'a dit de leur maison, pensez que tous leurs meubles sont empires. Mais princesse, naturellement, c'est parce que c'est le mobilier de leurs grands-parents. Oh, mais je ne vous dis pas, mais ça n'est pas moins laid pour ça. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas avoir de jolies choses, mais au moins qu'on n'ait pas de choses ridicules. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne connais rien de plus pompier, de plus bourgeois que cet horrible style, avec ces commodes qui ont des têtes de cygne comme des baignoires. Mais je crois même qu'ils ont de belles choses. Ils doivent avoir la fameuse table de mosaïque sur laquelle a été signé le traité de... Ah! Mais qu'ils aient des choses intéressantes au point de vue de l'histoire, je ne vous dis pas. Mais ça ne peut pas être beau, puisque c'est horrible. Moi, j'ai aussi des choses comme ça, que Bazin a héritées des Montesquieu. Seulement, elles sont dans les greniers de Guermantes, où personne ne les voit. Enfin, du reste, ce n'est pas la question. Je me précipiterai chez eux avec Bazin. J'irai les voir même au milieu de leur sphinx et de leur cuivre si je les connaissais. Mais je ne les connais pas. Moi, on m'a toujours dit, quand j'étais petite, que ce n'était pas poli d'aller chez les gens qu'on ne connaissait pas, dit-elle, en prenant un ton puéril. Alors, je fais ce qu'on m'a appris. Voyez-vous ces braves gens s'ils voyaient entrer une personne qu'ils ne connaissent pas? Ils me recevraient peut-être très mal, dit la princesse. Et par coquetterie, elle embellit le sourire que cette supposition lui arrachait, en donnant à son regard bleu fixé sur le général une expression rêveuse et douce. Ah, princesse, vous savez bien qu'il ne se tiendrait pas de joie. Mais non, pourquoi?
lui demanda-t-elle avec une extrême vivacité, soit pour ne pas avoir l'air de savoir que c'est parce qu'elle était une des plus grandes dames de France, soit pour avoir le plaisir de l'entendre dire au général. Pourquoi? Qu'en savez-vous? Cela leur serait peut-être tout ce qu'il y a de plus désagréable. Mais je ne sais pas. Mais si j'en juge par moi, cela m'ennuie déjà tant de voir les personnes que je connais. Je crois que s'il fallait voir des gens que je ne connais pas, même héroïques, je deviendrais folle. D'ailleurs, voyons, sauf lorsqu'il s'agit de vieux amis, comme vous, qu'on connaît sans cela, je ne sais pas si l'héroïsme serait d'un format très portatif dans le monde. Ça m'ennuie déjà souvent de donner des dîners, mais s'il fallait offrir le bras à Spartacus pour aller à table, non, vraiment, ce ne serait jamais à Vercingétorix que je ferais signe comme quatorzième. Je sens que je le réserverai pour les grandes soirées. Et comme je n'en donne pas... Ah, princesse, vous n'êtes pas guermante pour des prunes. Le possédez-vous assez, l'esprit des guermantes? Mais on dit toujours l'esprit des guermantes. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi. Vous en connaissez donc d'autres qui en aient? Ajouta-t-elle dans un éclat de rire écumant et joyeux, les traits de son visage concentrés, accouplés dans le réseau de son animation, les yeux étincelants, enflammés d'un ensoleillement radieux de gaieté que seul avait le pouvoir de faire rayonner ainsi les propos, fussent-ils tenus par la princesse elle-même, qui était une louange de son esprit ou de sa beauté. Tenez, voilà Swann qui a l'air de saluer votre Cambremer. Là, il est à côté de la mère Sainte-Verte. Vous ne voyez pas? Demandez-lui de vous présenter. Mais dépêchez-vous, il cherche à s'en aller. Avez-vous remarqué quelle affreuse mine il a? Dit le général. Mon petit Charles! Ah! Enfin il vient. Je commençais à supposer qu'il ne voulait pas me voir. Swann aimait beaucoup la princesse des Laumes. Puis sa vue lui est rappelée Guermantes, terre voisine de Combray. Tout ce pays qu'il aimait tant et où il ne retournait plus pour ne pas s'éloigner d'Odette. Usant des formes mi-artistes, mi-galantes par lesquelles il savait plaire à la princesse et qu'il retrouvait tout naturellement quand il se retrempait un instant dans son ancien milieu, et voulant d'autre part pour lui-même exprimer la nostalgie qu'il avait de la campagne. Ah! dit-il à la cantonade, pour être entendu à la fois de madame de Sainte-Verte, à qui il parlait, et de madame des Laumes, pour qui il parlait. Voici la charmante princesse. Voyez, elle est venue tout exprès de Guermantes pour entendre le saint François d'Assise de Litz, et elle n'a eu le temps, comme une jolie mésange, que d'aller piquer pour les mettre sur sa tête quelques petits fruits de prunier des oiseaux et d'aubépine. Il y a même encore de petites gouttes de rosée, un peu de la gelée blanche qui doit faire gémir la duchesse. C'est très joli, ma chère princesse. Comment? La princesse est venue exprès de Guermantes? Mais c'est trop, je ne savais pas, je suis confuse, s'écria naïvement madame de Sainte-Verte, qui était peu habituée au tour d'esprit de Swann, et examinant la coiffure de la princesse. Mais c'est vrai, cela imite, comment dirais-je, pas les châtaignes, non, oh, c'est une idée ravissante, mais comment la princesse pouvait-elle connaître mon programme? Les musiciens ne me l'ont même pas communiqué à moi. Swann, habitué quand il était auprès d'une femme avec qui il avait gardé des habitudes galantes de langage, de dire des choses délicates que beaucoup de gens du monde ne comprenaient pas, ne daigna pas expliquer à madame de Sainte-Verte qu'il n'avait parlé que par métaphore. Quant à la princesse, elle se mit à rire aux éclats, parce que l'esprit de Swann était extrêmement apprécié dans sa coterie, et aussi parce qu'elle ne pouvait entendre un compliment s'adressant à elle sans lui trouver les grâces les plus fines et une irrésistible drôlerie. Eh bien, je suis ravi, Charles, si mes petits fruits d'aubépine vous plaisent. Pourquoi est-ce que vous saluez cette Cambremer? Est-ce que vous êtes aussi son voisin de campagne? Madame de Sainte-Verte, voyant que la princesse avait l'air content de causer avec Swann, s'était éloignée. Mais vous l'êtes vous-même, princesse. Moi? Mais ils ont donc des campagnes partout, ces gens. Mais comme j'aimerais être à leur place. Ce ne sont pas les Cambremer, c'étaient ses parents à elle. Elle est une demoiselle Legrandin qui venait à Combray. Je ne sais pas si vous savez que vous êtes comtesse de Combray et que le chapitre vous doit une redevance. Je ne sais pas ce que me doit le chapitre, mais je sais que je suis tapé de 100 francs tous les ans par le curé, ce dont je me passerai.
Enfin, ces Combremer ont un nom bien étonnant. Il finit juste à temps, mais il finit mal, dit-elle en riant. Il ne commence pas mieux, répondit Swann. En effet, cette double abréviation, c'est quelqu'un de très en colère et de très convenable qui n'a pas osé aller jusqu'au bout du premier mot. Mais puisqu'il ne devait pas pouvoir s'empêcher de commencer le second, il aurait mieux fait d'achever le premier pour en finir une bonne fois. Nous sommes en train de faire des plaisanteries d'un goût charmant, mon petit Charles, mais comme c'est ennuyeux de ne plus vous voir, ajouta-t-elle d'un ton câlin, j'aime tant causer avec vous. Pensez que je n'aurais même pas pu faire comprendre à cet idiot de Froberville que le nom de Cambremer était étonnant. Avouez que la vie est une chose affreuse. Il n'y a que quand je vous vois que je cesse de m'ennuyer. Et sans doute cela n'était pas vrai, mais Swann et la princesse avaient une même manière de juger les petites choses qui avaient pour effet, à moins que ce ne fût pour cause, une grande analogie dans la façon de s'exprimer et jusque dans la prononciation. Cette ressemblance ne frappait pas parce que rien n'était plus différent que leurs deux voix. Mais si on parvenait par la pensée à ôter au propos de Swann la sonorité qui les enveloppait, les moustaches d'entre lesquelles ils sortaient, on se rendait compte que c'étaient les mêmes phrases, les mêmes inflexions, le tour de la coterie guermante. Pour les choses importantes, Swann et la princesse n'avaient les mêmes idées sur rien. Mais depuis que Swann était si triste, ressentant toujours cette espèce de frisson qui précède le moment où l'on va pleurer, il avait le même besoin de parler du chagrin qu'un assassin a de parler de son crime. En entendant la princesse lui dire que la vie était une chose affreuse, il éprouva la même douceur que si elle lui avait parlé d'Odette. Oh oui, la vie est une chose affreuse. Il faut que nous nous voyions, ma chère amie. Ce qu'il y a de gentil avec vous, c'est que vous n'êtes pas gai. On pourrait passer une soirée ensemble. Mais je crois bien. Pourquoi ne viendriez-vous pas à Guermantes? Ma belle-mère serait folle de joie. Cela passe pour très laid, mais je vous dirai que ce pays ne me déplaît pas. J'ai horreur des pays pittoresques. Je crois bien. C'est admirable, répondit Swann. C'est presque trop beau, trop vivant pour moi, en ce moment. C'est un pays pour être heureux. C'est peut-être parce que j'y ai vécu, mais les choses m'y parlent tellement. Dès qu'il se lève un souffle d'air, que les blés commencent à remuer, il me semble qu'il y a quelqu'un qui va arriver, que je vais recevoir une nouvelle, et ces petites maisons au bord de l'eau, je serai bien malheureux. Oh, mon petit Charles, prenez garde. Voilà l'affreuse Rampillon qui m'a vu. Cachez-moi. Rappelez-moi donc ce qui lui est arrivé. Je confonds. Elle a marié sa fille ou son amant? Je ne sais plus. Peut-être les deux. Et ensemble. Ah, non, je me rappelle. Elle a été répudiée par son prince. Ayez l'air de me parler pour que cette Bérénice ne vienne pas m'inviter à dîner. Du reste, je me sauve. Écoutez, mon petit Charles, pour une fois que je vous vois, vous ne voulez pas vous laisser enlever et que je vous emmène chez la princesse de Parme qui serait tellement contente, et Bazin aussi qui doit m'y rejoindre. Si on n'avait pas de vos nouvelles par Mémé, pensez que je ne vous vois plus jamais. Swann refusa. Ayant prévenu M. de Charlus qu'en quittant de chez Madame de Sainte-Verte, il rentrerait directement chez lui. Il ne se souciait pas, en allant chez la princesse de Parme, de risquer de manquer un mot qu'il avait tout le temps espéré se voir remettre par un domestique pendant la soirée, et que peut-être il allait trouver chez son concierge. Ce pauvre Swann, dit ce soir-là Madame Delhomme à son mari. Il est toujours gentil, mais il a l'air bien malheureux. Vous le verrez, car il a promis de venir dîner un de ces jours. Je trouve ridicule, au fond, qu'un homme de son intelligence souffre pour une personne de ce genre et qui n'est même pas intéressante, car on l'a dit idiote, ajouta-t-elle avec la sagesse des gens non amoureux, qui trouvent qu'un homme d'esprit ne devrait être malheureux que pour une personne qui en valut la peine. C'est à peu près comme s'étonner qu'on daigne souffrir du choléra par le fait d'un être aussi petit que le bacille virgule. Swann voulait partir, mais au moment où il allait enfin s'échapper, le général de Froberville lui demanda à connaître madame de Cambremer, et il fut obligé de rentrer avec lui dans le salon pour la chercher. Dites donc, Swann, j'aimerais mieux être le mari de cette femme-là que d'être massacré par les sauvages. Qu'en dites-vous? Ces mots, massacré par les sauvages, percèrent douloureusement le cœur de Swann.
Aussitôt, il éprouva le besoin de continuer la conversation avec le général. Ah ah, lui dit-il, il y a eu de bien belles vies qui ont fini de cette façon. Ainsi, vous savez, ce navigateur dont Dumont d'Urville ramena les cendres, la Pérouse. Et Swann était déjà heureux comme s'il avait parlé d'Odette. C'est un beau caractère et qui m'intéresse beaucoup que celui de la Pérouse, ajouta-t-il d'un air mélancolique. Ah, parfaitement, la Pérouse, dit le général. C'est un nom connu. Il a sa rue. Vous connaissez quelqu'un rue la Pérouse demanda Swann d'un air agité. Je ne connais que Madame de Chanlivaud, la sœur de ce brave Chausse-Pierre. Elle nous a donné une jolie soirée de comédie l'autre jour. C'est un salon qui sera un jour très élégant, vous verrez. Ah, elle demeure rue la Pérouse. C'est sympathique, c'est une jolie rue. Si triste. Mais non, c'est que vous n'y êtes pas allé depuis quelque temps. Ce n'est plus triste. Cela commence à se construire, tout ce quartier-là. Quand enfin Swann présenta M. de Froberville à la jeune Madame de Cambremer, comme c'était la première fois qu'elle entendait le nom du général, elle esquissa le sourire de joie et de surprise qu'elle aurait eu si on n'en avait jamais prononcé devant elle d'autre que celui-là. Car ne connaissant pas les amis de sa nouvelle famille, à chaque personne qu'on lui amenait, elle croyait que c'était l'un d'eux. Et pensant qu'elle faisait preuve de tact en ayant l'air d'en avoir tant entendu parler depuis qu'elle était mariée, elle tendait la main d'un air hésitant, destiné à prouver la réserve apprise qu'elle avait à vaincre et la sympathie spontanée qui réussissait à en triompher. Aussi ses beaux-parents, qu'elle croyait encore les gens les plus brillants de France, déclaraient-ils qu'elle était un ange. D'autant plus qu'ils préféraient paraître, en la faisant épouser à leur fils, avoir cédé à l'attrait plutôt de ses qualités que de sa grande fortune. On voit que vous êtes musicienne dans l'âme, madame, lui dit le général, en faisant inconsciemment allusion à l'incident de la bobèche. Mais le concert recommença, et Swann comprit qu'il ne pourrait pas s'en aller avant la fin de ce nouveau numéro du programme. Il souffrait de rester enfermé au milieu de ces gens dont la bêtise et les ridicules le frappaient d'autant plus douloureusement qu'ignorant son amour. Incapable, s'il l'avait connu, de s'y intéresser et de faire autre chose que d'en sourire comme d'un enfantillage ou de le déplorer comme une folie. Il le lui faisait apparaître sous l'aspect d'un état subjectif qui n'existait que pour lui, dont rien d'extérieur ne lui affirmait la réalité. Il souffrait surtout, et au point que même le son des instruments lui donnait envie de crier, de prolonger son exil dans ce lieu où Odette ne viendrait jamais, où personne, où rien ne la connaissait, d'où elle était entièrement absente. Mais tout à coup, ce fut comme si elle était entrée. Et cette apparition lui fit une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. C'est que le violon était monté à des notes hautes, où il restait comme pour une attente qui se prolongeait sans qu'il cessât de les tenir, dans l'exaltation où il était d'apercevoir déjà l'objet de son attente qui s'approchait, et avec un effort désespéré pour tâcher de durer jusqu'à son arrivée, de l'accueillir avant d'expirer, de lui maintenir encore un moment de toutes ses dernières forces le chemin ouvert pour qu'il pût passer, comme on soutient une porte qui, sans cela, retomberait. Et avant que Swann eût eu le temps de comprendre et de se dire « C'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas », tous ces souvenirs du temps où Odette était éprise de lui, et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'il crut revenu, s'était réveillé et, à tire d'aile, était remonté lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Au lieu des expressions abstraites, tant où j'étais heureux, tant où j'étais aimé, qu'il avait si souvent prononcées jusque-là et sans trop souffrir, car son intelligence n'y avait enfermé du passé que de prétendus extraits qui n'en conservaient rien, il retrouva tout ce qui, de ce bonheur perdu, avait fixé à jamais la spécificité et volatile essence. Il revit tout, les pétales neigeux et frisés du chrysanthème qu'elle lui avait jeté dans sa voiture, qu'il avait gardé contre ses lèvres, l'adresse en relief de la maison dorée, sur la lettre où il avait lu « Ma main tremble si fort en vous écrivant », le rapprochement de ses sourcils quand elle lui avait dit d'un air suppliant « Ce n'est pas dans trop longtemps que vous me ferez signe »,
Il sentit l'odeur du fer du coiffeur par lequel il se faisait relever sa brosse, pendant que l'Oredan allait chercher la petite ouvrière. Les pluies d'orage qui tombèrent si souvent ce printemps-là. Le retour glacial dans sa Victoria, au clair de lune, toutes les mailles d'habitudes mentales, d'impressions saisonnières, de réactions cutanées, qui avaient étendu sur une suite de semaines un réseau uniforme dans lequel son corps se trouvait repris. À ce moment-là, il satisfaisait une curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs des gens qui vivent par l'amour. Il avait cru qu'il pourrait s'en tenir là, qu'il ne serait pas obligé d'en apprendre les douleurs. Comme maintenant le charme d'Odette lui était peu de chose, auprès de cette formidable terreur qui le prolongeait comme un trouble halo, cette immense angoisse de ne pas savoir à tout moment ce qu'elle avait fait, de ne pas la posséder partout et toujours. Hélas, il se rappela l'accent dont elle s'était écriée. « Mais je pourrai toujours vous voir, je suis toujours libre. » Elle qui ne l'était plus jamais. L'intérêt, la curiosité qu'elle avait eue pour sa vie à lui, le désir passionné qui lui fit la faveur, redouté au contraire par lui en ces temps-là comme une cause d'ennuyeux dérangement, de l'y laisser pénétrer, comme elle avait été obligée de le prier pour qu'il se laissât mener chez les Verdurins, et quand il la faisait venir chez lui une fois par mois, comme il avait fallu, avant qu'il ne se laissât fléchir, qu'elle lui répétât le délice que serait cette habitude de se voir tous les jours, dont elle rêvait alors qu'elle ne lui semblait à lui qu'un fastidieux tracas, puis qu'elle avait prise en dégoût et définitivement rompue, pendant qu'elle était devenue pour lui un si invincible et si douloureux besoin. Il ne savait pas dire si vrai quand, à la troisième fois qu'il l'avait vue, comme elle lui répétait, « Mais pourquoi ne me laissez-vous pas venir plus souvent ?» Il lui avait dit en riant, avec galanterie, « Par peur de souffrir. » Maintenant, hélas, il arrivait encore parfois qu'elle lui écrivît d'un restaurant ou d'un hôtel sur du papier qui en portait le nom imprimé. Mais c'était comme des lettres de feu qui le brûlaient. C'est écrit de l'hôtel Vouillemont. Qui peut-elle être allée faire? Avec qui? Que s'y est-il passé? Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait boulevard des Italiens quand il l'avait rencontré, contre tout espoir, parmi les ombres errantes dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle, et qui, en effet, nuit d'un temps où il n'avait même pas à se demander s'il ne la contrarierait pas en la cherchant, en la retrouvant, tant il était sûr qu'elle n'avait pas de plus grande joie que de le voir et de rentrer avec lui, appartenait bien à un monde mystérieux, où on ne peut jamais revenir quand les portes s'en sont refermées. Et Swann aperçut, immobile en face de ce bonheur revécu, un malheureux qui lui fit pitié parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes. C'était lui-même.